auditeurs et auditrices, bonjour et quel plaisir de vous retrouver en cette rentrée de septembre dans l'émission Confidence pour Confidence. Aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous ma rencontre avec une nouvelliste. Elle est née au Rwanda en 1979 sur une terre verdoyante et volcanique. Le décor est alors idéal et la future nouvelliste s'éprend de lecture occupant son jeune temps entre le Centre culturel français et la vieille librairie. C'est le temps avant le génocide, où la littérature berce ses jeunes années. Littérature qui deviendra son arme contre le pire. Après son premier recueil de nouvelles, Ejo, Beata Umbeyi Merès vient nous parler de son dernier recueil, Lézardes, qui a reçu le prix de l'Estuaire lors du Salon du livre de Mortagne-sur-Gironde l'été dernier et paru dans la jolie collection La Cheminante. Bonjour Beata et bienvenue. Bonjour. Pourquoi ce titre, Lézardes ? Alors, j'ai un texte introductif, j'aime bien, je l'avais fait également dans mon premier recueil, préciser mon propos. Et lézardes, ce sont les lézardes, les fissures sur le mur de mensonges et de protection que les adultes construisent autour des enfants pendant les premières années, de protection par rapport à la réalité et à la dureté du monde. L'innocence, c'est ça ? Oui, alors j'explique qu'il y a deux façons de voir les choses. Ceux qui pensent qu'il y a les cyniques et puis ceux qui sont un peu béats devant l'innocence supposée de l'enfance. Et finalement, dans ce petit texte introductif, je donne un peu raison quelque part, ou en tout cas je fais comprendre que finalement, et malheureusement c'est quand même souvent les cyniques qui ont le plus souvent raison, qui l'emportent. Néanmoins, la question n'était pas tellement de raconter ce qui se fissure des bonheurs premiers, mais partir de quelque chose de, pour moi, universel. Ces grands chagrins, ces immenses tristesses qui peuvent nous assaillir très tôt, tous et toutes, quelque part, quelle que soit la vie. Alors moi, je parle des réalités des enfants qui vivent la guerre, qui vivent, comme les personnages de mes nouvelles, certains et certaines, un génocide. Mais ça arrive à tout le monde, quelle que soit l'enfance qu'on a. Donc la question n'est pas tellement de se focaliser sur ces moments de fracture et de grand chagrin, mais de voir aussi ce qu'on en fait. Comment on vit avec ça. Comment on vit avec la réalité. Oui, c'est ça, avec cette perte d'innocence, comment on va s'adapter à notre réalité et au monde des adultes, finalement. Exactement. Sachant que, pour moi, ce propos aussi de dire l'innocence, je ne suis pas sûre qu'on soit si innocent que ça quand on est enfant. Les enfants sont capables de très grande lucidité. Ce sont des vraies éponges. Ils sentent beaucoup ce qui se passe, ce qui se trame, et par ailleurs, l'innocence, c'est aussi quelque chose qu'on peut garder pendant très longtemps sans que ça soit pour autant de la naïveté. Oui, il y a toujours chez vous, on y reviendra tout à l'heure, je dirais c'est deux faces d'une même pièce. Il y a l'inconscience, et il y a l'innocence, il y a l'humanité, il y a l'inhumanité. On retrouve un petit peu c'est ce que j'ai noté c'est ce qui m'a sauté aux yeux dans votre livre. Et c'est vous qui avez choisi, pour finir avec ce titre, c'est vous qui l'avez choisi, ce titre ? Ah oui. Oui, c'est arrivé comme une évidence. Et j'aime bien les mots qui ont un double sens. Alors, lézardes, c'est un mot qui, au départ, on ne sait pas du coup de quoi ça parle quand on regarde la couverture qui est chatoyante. Et c'est pas, je dis toujours, c'est pas le féminin, c'est pas le féminin du lézard. Ce n'est pas se lézarder non plus, il n'y a pas une question de paresse, mais de la même façon que pour mon premier recueil, j'avais choisi un mot qui est en Kinyarwanda, Ejo veut dire à la fois hier et demain. J'aime bien jouer sur
j'aime bien ces zones où les choses ne sont pas forcément ni blanches ni noires. Je déteste le manichéisme et la simplicité, voire la schématisation qu'on peut trouver. Oui, parfois. il y a toujours l'autre pôle. Oui. Voilà. Alors on revient, si vous voulez bien, en 1979. C'est là que vous naissez au Rwanda. Quel enfant étiez-vous ? J'étais une petite fille assez rêveuse. J'ai sauté une classe. J'ai sauté la 3e maternelle, ce qui est quelque chose d'assez rigolo. Mais ce qui a eu comme impact, en fait, je suis rentrée à l'école maternelle, donc à l'école internationale de Boutaré, à 2 ans et demi. Donc j'étais petite. Et je parlais pas un mot de français à ce moment-là. Et très vite, j'ai appris le français. Et j'étais dans une école à système belge, avec essentiellement des enseignants belges, mais je suis tombée sur la maîtresse française qui m'a vu apprendre le français de façon très très rapide et qui a décidé que j'allais pas faire la 3e, donc la grande section, et que je passerais directement en CP. Ce qui fait que je me suis retrouvée en CP plus petite que tout le monde. Donc, j'étais maigrichonne, j'étais rêveuse, j'étais plus petite. Et donc, c'est vrai que rapidement, je me suis retrouvée dans les livres. Oui, c'est assez rigolo, cette petite anecdote. Et l'impensable surgit en 1994, et c'est à ce moment-là la terreur. Et toujours dans cette espèce de bipolarité, un miracle se produit pourtant, puisque c'est le départ pour la France qui, pour vous, est possible. Et là, tout va être renouvelé à ce moment-là. Alors, le miracle, ça a été surtout la survie, c'est-à-dire de ne pas être tué par les génocidaires après plus de 2 mois de cachette, quand même, plusieurs cachettes. La possibilité de quitter le Rwanda caché au fond d'un camion avec un groupe d'enfants qui était plus petit que moi, qui avait pu être sauvé par une ONG, passer la frontière, pendant que le génocide avait était encore en cours et que les Tutsis se faisaient encore tuer, ceux qui restaient. Arrivé au Burundi, et oui, très rapidement, en juillet 1994, arrivé en France. Et oui, donc, comme je dis toujours, par rapport à beaucoup de survivantes et de survivants, j'ai eu énormément de chance, puisque non seulement je n'ai été ni machetée, ni violée, pas d'impact physique, et que par ailleurs, pendant que les autres étaient encore soit dans des camps, soit en train d'enterrer les restes de leurs, moi j'étais en France et j'étais en train de retourner à l'école très rapidement. Oui, c'est un parcours incroyable ce que vous arrivez d'ailleurs en France, parce que vous arrivez et après le lycée, vous faites Hippocane, Sciences Po et un DESS à la Sorbonne. Comment est-ce qu'on rebondit avec votre histoire ? Comment est-ce qu'on grandit ? Comment vous avez fait ? En fait, j'ai été énormément entourée. C'est mon premier recueil, d'ailleurs, je l'ai dédié à toutes les personnes qui m'ont aidée, qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidée à grandir et à devenir adulte. Je suis arrivée dans une famille d'accueil qui s'est très bien occupée de moi. J'étais dans un lycée où j'étais accueillie à l'internat gratuitement, dans une sorte de boîte à bac où je n'avais rien d'autre à faire que... Et je me suis fait aussi un devoir par rapport à toutes ces personnes qui m'aidaient, de réussir du mieux que je pouvais. Voilà. Et en plus, voilà, la France est un pays où on pouvait encore, et je pense on peut encore, en tout cas quand on n'a pas beaucoup de moyens, faire des études, aller dans des bonnes écoles gratuitement. Oui, c'est encore possible. Oui, non, mais c'est quelque chose de très... Et voilà, donc j'ai eu cette chance-là. Oui. Et quel est le rôle de la littérature dans ce parcours ? Parce qu'on sent bien que c'est quelque chose qui vous tient, qui vous tend, qui vous suit. Ouais, non. Moi, la littérature, les mots ont toujours été là. Quand j'étais
toute petite, je ne savais pas encore lire. Je voyais ma maman qui lisait beaucoup, qui a toujours beaucoup lu. Donc chaque fois que j'avais un magazine, un livre, je demandais qu'on me le lise. Et puis j'étais assez solitaire. J'étais dans cette école internationale où la plupart des enfants partaient en vacances l'été dans leur pays à l'autre bout du monde. Donc je restais toute seule pendant l'été. Quand je jouais pas avec mes cousines, je lisais. Ça a été, je pense que chez beaucoup d'écrivains, il y a d'abord une sorte d'enfance solitaire que l'on passe avec les livres. J'ai découvert tient compagnie finalement. Complètement. Permet aussi peut-être de colmater ses propres lézardes et en tout cas de leur donner des mots, une image. J'ai découvert l'Occident à travers la littérature. Et quand je suis arrivée, les textes qui m'ont aidée, cette fois-ci à penser mon exil, ont été... c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les littératures afro-caribéennes. En étant étudiante à Lille, dans le nord de la France, je faisais partie j'ai intégré une association qui s'appelait Fest Africa, qui organisait tous les ans un festival de littérature et de culture africaine et afro-caribéenne. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai lu pour la première fois Toni Morrison, Césaire, Chamoiseau, voilà. Et depuis, la littérature m'a toujours accompagnée. Sylvie Darro, d'ailleurs votre éditrice, dit à propos de vous: Beata donne corps à la fleur de son âme poussée dans le béton. On sent que voilà, c'est tout à fait... je trouve l'image très 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 belle et je voulais la dire. Et lorsque je suis venue vous voir il y a quelque temps à la bibliothèque de Saint-Michel pour vous écouter, vous avez dit, je crois, alors que vous évoquiez votre histoire personnelle, que le problème n'était pas de dire les choses, mais d'être entendu. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? C'est au fur et à mesure où j'avais à présenter un peu pourquoi j'écris en fait. Moi, j'avais pas prévu d'écrire au départ. C'est pas un rêve d'enfant. J'ai toujours eu des petits carnets où je notais des choses, mais c'était pas dans le but explicite de devenir une auteure. Pourquoi j'ai écrit mon premier livre et je continue à écrire, c'est Toni Morrison qui disait s'il y a un livre que vous aimeriez lire, que vous ne trouvez pas, écrivez-le. Moi, j'avais envie de raconter nos histoires de survivantes et de survivants, nos histoires en lien avec le génocide d'une façon différente des témoignages, qui sont très importants. Mais néanmoins, en passant justement par la littérature à laquelle je dois tant et à laquelle, je dis aussi, la littérature et certains auteurs m'ont vraiment aidé à vivre. Et ça faisait aussi, ça donnait, c'était une réponse aussi au silence dans lequel je m'étais entre guillemets enfermée, parce que quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que malgré toute la gentillesse dont les gens pouvaient me faire preuve, ils et elle n'étaient pas prêts à entendre cette histoire terrible du génocide des Tutsis. L'incroyable ne peut pas toujours être... c'est trop dur en fait, voilà. Et moi je pense que c'est pas innommable. Je pense que voilà, justement les témoignages sont là pour montrer que les mots on peut dire dans le détail, c'est peut-être inconcevable, tout à fait. Mais c'est pas innommable. Et j'ai retrouvé justement en lisant un texte de Georges Semprin qui s'appelle Écriture ou la vie, où un personnage sortant de camp de concentration dit: mais est-ce qu'on voudra nous croire ? Est-ce qu'on voudra nous écouter ? Le problème, c'est pas tellement de dire, mais c'est est-ce qu'il y a quelqu'un en face pour entendre ça ? Et disons, peut-être que c'est la littérature qui apporte une forme entendable à ce qu'on a à dire. Par le biais de la littérature, on peut dire des choses qu'on ne pourrait pas dire peut-être à haute voix. C'est pas tellement, encore une fois, que l'histoire de dire, c'est l'histoire d'entendre. Et qu'il y a des gens qui vont... J'ai déjà entendu des gens dire: mais non, mais le témoignage, c'est trop dur, je ne peux pas, c'est trop dur. Bon. Ceci étant dit, comment je fais, moi, pour que tu entendes, que tu puisses un peu avoir une idée
c'est quoi cette histoire, qui n'est pas seulement mon histoire, qui n'est pas une histoire qui est arrivée à l'autre bout du monde, à des Noirs africains qui s'entretuent depuis toujours, comme parfois ça a pu être caricaturé quand il s'agissait de parler du génocide des Tutsis au Rwanda, mais une histoire universelle d'êtres humains qui décident d'éradiquer un autre groupe d'êtres humains au vu et au su du monde entier. Et oui. Voilà. C'est l'inhumanité dans l'humanité. C'est ça, c'est un crime contre l'humanité, ça nous concerne tous et toutes. Et du coup, moi, je me suis dit, je vais essayer de trouver une forme, et la nouvelle, à mon sens, m'a beaucoup aidée, en tout cas, cette forme brève, parce qu'il faut des silences, parce qu'il faut la respiration, parce que peut-être il faut pouvoir s'arrêter entre deux textes, mais aussi pour pouvoir montrer la diversité de nos parcours, pour ne pas être dans une caricature d'une histoire qui est une histoire d'individus, avant tout, et d'individus qui pourraient être n'importe qui ici. Vous allez écouter la chanson Perlimpinpin de Barbara, qui a été choisie par Beata. Pour qui, combien, quand et pourquoi, contre qui, comment, contre quoi, c'en est assez de vos violences. D'où venez-vous, où allez-vous, qui êtes-vous, qui priez-vous, je vous prie de faire silence. Vous êtes toujours sur Radio CHU en compagnie de Beata Umbeyi Mérès pour son dernier livre Les Ardes. Si vous aimez l'émission, cliquez sur le petit pouce bleu et partagez. Beata, vous avez choisi Perlimpinpin de Barbara. Pourquoi cette chanson ? Mais justement, je trouve que c'est une chanson que je connais depuis longtemps et que j'aime beaucoup, qui illustre bien cette idée de l'enfance, l'enfance qui est sacrifiée, qui s'arrête d'une façon nette. Mais j'aime aussi beaucoup cette phrase, je pense qu'elle avait écrite à l'époque par rapport à la guerre du Vietnam, où elle dit ne pas parler de poésie, ne pas parler de poésie en écrasant des fleurs sauvages. Et c'est aussi ça, c'est ce que je dis dans l'Incipit, que les personnes, qu'elles soient naïves ou qu'elles soient cyniques, votent exactement de la même façon sans que ça ait d'importance. Et voilà, j'ai découvert aussi dans le pays des droits de l'homme, c'est comme c'est la radio, je mets des guillemets, que voilà, on pouvait parler de poésie et en même temps avoir une politique internationale qui était désastreuse et soutenir des régimes génocidaires comme ça a été le cas pour la France au Rwanda. Donc c'est aussi dire que enfin voilà, on peut faire des hashtags sauver les enfants du monde, mais il faut aussi penser que les produits qu'on consomme, la façon dont on vote, va avoir un impact direct sur la vie de ces enfants pour lesquels on poste des discours un peu de sauver. Oui, on est toujours dans des contradictions. Et voilà, des paradoxes. Et je trouve que cette chanson de Barbara, cette idée-là est vraiment pointée du doigt d'une façon magistrale. Alors, je voulais vous lire le début du recueil de nouvelles de Beata. Il y a chez les enfants, quand ils sont encore vraiment petits, une croyance que leur monde et les gens qui l'habitent sont immuables, solidement ancrés là, naturellement forts et protecteurs. C'est rassurant. Ce sentiment que certains appellent avec un ravissement un peu exagéré l'innocence et que les autres nomment, en fronçant les sourcils d'un air préoccupé, l'inconscience, ce sentiment disparaît progressivement quand les petits grandissent. C'est ce qui arrive, en temps normal en tout cas, au fur et à mesure que l'enfant apprend, comprend, réalise la maladie, les mensonges, la méchanceté, toutes ces choses qui vont le faire pleurer, avoir mal dans son corps ou sa tête, chanceler devant une porte fermée ou serrer les poings dans ses poches sur le chemin de l'école en reniflant rageusement. Dans votre livre Les Ardes, comme on l'a dit, c'est tout à la fois cette part d'humanité et d'inhumanité, je vais y arriver, comme les deux faces d'une même pièce, hein. Et c'est plus ou moins brutal d'ailleurs à travers les personnages de ces nouvelles. Je pense quand même qu'il y a un élan de vie très fort
que j'ai essayé de diffuser dans ce recueil, et puis l'espoir qui pousse malgré tout. Il y a un personnage qui dit, en parlant des survivantes et des survivants, qu'ils ont quand même, malgré le fait que le monde les ait abandonnés, pour beaucoup décidé d'offrir à ce monde des enfants, d'avoir des enfants, ce qui est mon cas par exemple. Et c'est quand même une preuve incroyable de confiance en l'humanité, de dire malgré ça, malgré la façon dont mon enfance s'est déroulée et où moi j'ai pu voir les miens partir sans que rien ne soit fait, je fais des enfants, je les mets dans ce monde-là, mais en même temps ça veut dire aussi j'essaye de faire en sorte, chacun à sa façon, en tout cas à ma façon, à la fois de conscientiser et pas d'améliorer le monde, mais en tout cas d'être une citoyenne active de ce monde-là, justement pour que les gens ne ferment pas les yeux. Oui, c'est ça qui est frappant, je trouve, dans votre livre, qu'il y a toujours l'espoir. Hein. Vous ne perdez pas espoir, même dans des situations où on sent que c'est quand même difficile. Il y a toujours à la fin un espoir quelque part. Mais sans angélisme pour autant, parce que voilà, c'est pas quelque chose de ni de métaphysique, ni lié à la foi, ni quoi que ce soit. C'est de dire, moi j'ai travaillé dans des organisations non gouvernementales, ce qu'on appelle l'humanitaire entre guillemets, j'ai vu les bons comme les mauvais côtés, mais je pense que chaque citoyen, chaque citoyenne peut être moteur de mieux aussi. Comme avec la nouvelle Petite, qui est une de mes préférées, elle est très forte. Et l'histoire de cette petite fille qui est née après, comme vous dites, en même temps, là où il y a le pire, il y a le meilleur. C'est votre regard sur notre monde. On ne peut plus utiliser ces expressions-là. Quelle expression ? Est-ce que vous restez, c'est-à-dire vous êtes toujours polarisé entre le désenchantement, l'espoir, quelque chose comme ça? Il y a toujours ces deux choses qui se jouent à ce moment-là? Moi j'aime bien l'idée je pense que c'est aussi lié, je suis métisse, je suis entre l'Occident et l'Afrique, d'habiter la frontière et d'être dans cette zone-là où des choses sont possibles mais qui ne sont pas mais d'ailleurs j'ai ni noir ni blanc, quoi. Oui, vous dites c'est aussi un regard sur notre monde à un moment donné, hein. On ne peut plus utiliser donc des expressions aussi datées qu'un blanc, un noir, un rouge. On voit qu'il y a une vision aussi du monde qui change. Oui, alors là, parfois j'écris, ça a toujours plusieurs niveaux de lecture, et c'était un texte un peu ironique sur qu'est-ce que c'est la modernité, et voilà, est-ce que, enfin moi je dis toujours à ceux et celles qui ont dit que l'Afrique n'était pas rentrée dans l'histoire, et que il faut utiliser les termes qui montrent qu'on est dans une conception géopolitique, stratégique, post-chute du mur, etc. C'était un peu de l'ironie, mais finalement, c'est pas parce qu'on a changé les expressions qu'on a fondamentalement changé notre façon de voir. Oui. Malheureusement. Oui, tout à fait. Et on est encore beaucoup dans des manichéismes, malheureusement. Oui, et puis vos nouvelles m'ont fait aussi penser à des contes. J'ai pensé aussi aux fables de La Fontaine. Est-ce que ce sont des choses qui vous ont inspiré avec les animaux? Vous savez, l'histoire de la chèvre et de la hyène, par exemple. Alors ça, ce sont des fables traditionnelles rwandaises. Je ne les ai pas inventées. Hein. Je me suis juste permis de les traduire. Mais c'était... justement, moi, je fais toujours un lien avec ma langue maternelle, qui est le Kinyarwanda, que ce soit dans le premier où c'était avec les proverbes, ou là avec les fables, pour montrer comment la langue, qui est la même langue pour tous les Rwandaises et tous les Rwandais, le Kinyarwanda, comment elle peut porter aussi cette histoire-là, et c'était pour montrer à quel point, finalement, mais comme les fables françaises ou les contes de votre enfance,
disent énormément de violence. Alors ça se passe symboliquement entre des animaux, la petite fille aux allumettes, etc. Enfin, ce sont des choses extrêmement violentes. Donc finalement, c'est encore une fois pour dire que on s'imagine qu'on construit, qu'on dit des choses très douces aux enfants, mais c'est pas vrai. Très tôt, on leur dit des choses très violentes. Alors, comme on arrive presque à la fin de notre émission, juste, je voulais savoir quel est votre personnage, le personnage que vous affectionnez le plus dans vos nouvelles, en quelques mots. Quel est le personnage que j'affectionne le plus ? C'est un peu compliqué. J'aime bien Alice, qui découvre que la Corée du Nord n'est finalement pas le pays des merveilles que la propagande de son enfance a pu lui présenter. Alors, je vous remercie, Beata, et notre émission Confidence pour Confidence est arrivée à sa fin, malheureusement. Merci à tous nos auditeurs et je vous remercie également encore une fois, Beata Mbeyi-Mérès. Merci à vous. D'avoir accepté mon invitation pour votre dernier livre, Les Arts, aux éditions La Cheminante. Vous retrouverez l'émission sur Facebook. Si vous avez aimé, commentez, partagez et abonnez-vous à Radio CHU. À très bientôt pour de nouvelles confidences.